Le 9 juillet 2026, Marc Andreessen entre dans la réserve fédérale avec un fonds de capital risque dont la valeur déclarée approche 90 milliards de dollars. Il ne vient pas financer une start-up mais aider à lire la productivité américaine avant qu'elle n'apparaisse dans les statistiques. Épisode Fed et Silicon Valley. L'IA va-t-elle piloter nos taux ? Chapitre 1 Voir avant les statistiques. Les chiffres arrivent tard, tandis que les taux n'attendent pas. Une banque centrale pilote une économie immense avec des tableaux qui regardent dans le rétroviseur. Le 9 juillet 2026, selon le Washington Post, Kevin Warsh confie à Marc Andreessen la coprésidence du groupe Productivity and Jobs, l'un des 5 groupes de travail chargés de réformer la conduite de la politique monétaire américaine. Ce geste administratif change la nature du capteur. Dans les années 1990, Alan Greenspan avait cru discerner la révolution d'Internet dans les commandes d'entreprises avant que la productivité ne soit visible dans les séries officielles. Son pari consistait à ne pas relever les taux trop tôt face à une économie qui créait de la capacité plus vite que les indicateurs ne le disaient. Kevin Warsh semble rejouer cette intuition avec l'IA. L'argument est sérieux. Les statistiques de productivité agrègent salaire, heures et production après coup. Or, un dirigeant qui automatise le tri de contrats ou l'assistance client voit les temps de cycle se raccourcir bien avant que le phénomène ne remonte jusqu'aux comptes nationaux. Attendre peut conduire la Fed à interpréter une hausse de demande comme de l'inflation durable, alors qu'une offre nouvelle se forme. Mais un signal précoce n'est utile que si l'instrument qui le fournit ne déforme pas le paysage. Une loupe montre davantage de détails. Elle peut aussi grossir ce qui l'intéresse. La Fed doit-elle écouter les bâtisseurs de l'IA ? Oui, mais elle doit séparer leur information de leur intérêt financier. Que voit-elle exactement lorsqu'elle regarde l'économie par leurs lunettes ? Chapitre 2 Le conseiller et la position. L'accès aux données porte déjà l'ombre d'un intérêt à défendre. Selon le décodeur, Marc Andreessen copréside le groupe avec Charles Hyde Jones, économiste de Stanford en congé chez Anthropic, et Asha Sharma, dirigeante de Microsoft. Cette composition ne prouve aucune consigne cachée, elle rend visible une asymétrie. Les personnes les mieux placées pour décrire la diffusion de l'IA sont aussi proches de ceux qui la financent, la vendent ou l'industrialisent. Le problème n'est pas moral, il est informationnel. A16Z rencontre des fondateurs avant les enquêtes publiques. Anthropic observe les usages de modèles à la frontière, Microsoft voit les déploiements dans les organisations déjà clientes. La Fed gagne ainsi des indices fins sur l'adoption réelle, les goulots d'étranglement et le rythme des dépenses. Pourtant, ces indices arrivent avec un cadre implicite. L'investisseur cherche des signes que les entreprises paieront demain pour ce qu'ils financent aujourd'hui. Le fournisseur de cloud lit la demande comme la preuve que sa capacité trouvera preneur. Dans la salle de marché d'une idée, la même facture d'ordinateur peut devenir une promesse de productivité alors qu'elle peut n'être qu'un coût d'équipement avancé. C'est là que se joue la capture cognitive. Personne n'a besoin d'ordonner une décision. Un cercle d'interlocuteurs récurrents, des données privées partagées et une même hypothèse de rendement suffisent à définir ce qui paraît plausible. La banque centrale ne devient pas le bras d'un fonds. Elle risque plus subtilement de confondre la carte produite par un secteur avec le territoire entier. Le coût de cette confusion est asymétrique. Si la Fed surestime les gains rapides de productivité, elle peut maintenir des conditions monétaires plus souples pendant que l'investissement chauffe l'économie. En sous-estimant ces gains, elle risquerait au contraire de freiner une offre qui réduirait réellement les coûts. Quel biais est le plus facile à corriger lorsque les taux ont déjà déplacé les décisions d'investissement ? Chapitre 3 Le coût arrive avant le gain. La puce promet, le prix, lui, réclame son verdict. Le débat change dès qu'on suit l'argent dépensé avant le service rendu. Le 13 juillet 2026, Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, a rappelé selon Investir que l'IA pourrait devenir déflationniste à terme grâce aux gains de productivité, tout en étant inflationniste à court terme par les dépenses en capital qu'elle exige. Cette séquence modifie la question monétaire. Construire des centres de données commande du matériel, mobilise de l'électricité et concentre des budgets chez des fournisseurs rares. Sur le chantier, les grues travaillent avant que l'entreprise cliente n'ait réduit 1 heure de traitement administratif. Le flux initial peut pousser les prix des équipements et des intrants, même si le bénéfice final doit alléger les coûts de nombreux services. Le désaccord porte sur 2 horloges. L'une suit les usages et les améliorations de processus, l'autre regarde l'intensité capitalistique, les contraintes de réseau et les pressions immédiates sur les prix. Elles décrivent peut-être la même transformation, mais à des moments différents. La sous-gouverneure de la Banque d'Angleterre, Sarah Briden, a aussi averti le 13 juillet 2026, selon Briefs Finance, que l'IA agentique sur les marchés financiers pouvait amplifier la volatilité pendant les périodes de stress. Le sujet n'est alors plus seulement le niveau général des prix. Des systèmes entraînés sur des signaux voisins peuvent réduire leur exposition au même instant, comme des portes coupe-feu qui se ferment en cascade dans un immeuble. Le récit de productivité peut masquer la dépense physique dans la chaîne d'approvisionnement et la corrélation des réactions qui n'apparaît que lorsque le marché se tend. La politique monétaire qui n'écoute que les démonstrations de gains oublie la première.
première. Une supervision rivée au bilan peut rater la seconde. Comment construire une écoute qui ne transforme ni l'enthousiasme ni la prudence en doctrine? Chapitre 4. Une distance vérifiable. Écouter n'oblige pas à croire, à condition de pouvoir vérifier. La grille utile regarde d'abord l'origine des données. L'institution publique doit confronter les informations privées aux salaires, aux commandes et aux prix recueillis hors du secteur consulté. Faute de ce contre-champ, elle mesure un marché dans les vitrines de ceux qui y vendent. Ensuite, chaque promesse de productivité doit rencontrer son scénario adverse. Dépenses, retard de déploiement ou congestion des intrants doivent pouvoir faire échouer le mécanisme annoncé. Un tableau de bord sérieux donne autant de poids au signal qui dément le récit qu'à celui qui le conforte. L'influence doit aussi être traçable. Les avis externes, les intérêts financiers pertinents et leur pondération par l'institution doivent laisser une trace publique. La confidentialité commerciale peut protéger une donnée précise, elle ne doit pas cacher le raisonnement qui transforme cette donnée en choix de taux. Cette grille distingue l'accès de la dépendance. L'accès donne à la Fed une information qu'elle peut recouper, réfuter et publier dans ses propres modèles. La dépendance commence lorsqu'elle ne peut plus remettre en cause l'histoire de ses experts sans perdre le seul instrument qui lui permet de la raconter. Cette distinction impose une discipline de travail. Le comité qui reçoit les données d'un acteur doit pouvoir commander la même lecture à ses contradicteurs, entreprises utilisatrices, syndicats sectoriels, fournisseurs d'énergie ou acheteurs publics. Le désaccord devient alors une donnée plutôt qu'un embarras à lisser. On ne demande pas à tous de produire la même prévision, on observe où leurs contraintes divergent. La gouvernance compte autant que la source. Un procès-verbal qui note une promesse de productivité sans inscrire sa condition de réalisation transforme une hypothèse en bruit d'ambiance. Il faut donc associer chaque signal privé à une question falsifiable. Quel coût devrait baisser, dans quel secteur, et quel indicateur public rendrait ce mouvement visible? Cette règle n'élimine pas le jugement. Elle empêche simplement que la conviction du mieux informé devienne le point de départ incontesté du modèle. Le calendrier est l'autre épreuve. Une baisse des délais de traitement dans une grande entreprise ne signifie pas encore une baisse de prix pour ses clients. Entre les deux, il y a l'intégration, la formation des équipes, la renégociation des contrats et parfois la décision de conserver le gain en marge. La politique monétaire ne doit pas confondre une démonstration technique avec une capacité productive déjà disponible pour l'ensemble de l'économie. Les banques centrales savent déjà vivre avec l'incertitude. Elles s'appuient sur des enquêtes, des indicateurs avancés et des remontées de terrain sans leur déléguer le verdict. L'IA ne demande pas une exception institutionnelle. Elle demande un protocole plus exigeant, car ses promoteurs possèdent à la fois les machines, les récits de marché et une part des bénéficiaires potentiels. Le test vaut bien au-delà de l'IA. Quand une technologie modifie les coûts avant que les statistiques ne le captent, l'État doit entrer dans les ateliers, tout en gardant une porte sur la rue où paient ménages, sous-traitants et entreprises. Cette double vue évite deux erreurs symétriques. La première consiste à traiter toute dépense technologique comme une inflation durable, même lorsque des gains d'efficacité diffusent réellement. L'autre consiste à appeler productivité ce qui n'est encore qu'une facture de matériel, d'électricité et de conseils. Pour un décideur, la leçon est directement opérationnelle. Face à chaque promesse d'IA, il faut demander qui paie la phase d'apprentissage, qui encaisse le gain lorsque le processus fonctionne et qui reste exposé si le déploiement ralentit. Dans une entreprise, le fournisseur peut vendre la capacité avant que le client ait modifié son organisation. Dans l'économie entière, le même décalage sépare l'investissement des effets mesurables sur les prix et l'emploi. C'est ce décalage que la Fed tente de réduire en ouvrant ses portes à la tech. Mais réduire un retard de mesure ne justifie pas de louer le regard à ceux qui ont besoin que le résultat arrive. La bonne distance n'est pas le refus de l'expertise privée, c'est la possibilité de l'utiliser sans adopter ses échéances, son vocabulaire ni son intérêt à valoriser le prochain tour de financement. Une banque centrale garde sa liberté lorsqu'elle peut accueillir le signal, tester sa résistance, puis décider contre lui si les faits l'exigent. Le 9 juillet, la Fed a choisi d'ouvrir cette porte à des voix de la Silicon Valley. À elle de prouver qu'elle peut encore regarder dehors. Une dernière précaution distingue l'écoute de la capture. L'expertise privée doit être remplaçable. Si le départ d'un conseiller, la fin d'un accès privilégié ou le refus de partager une donnée empêche l'institution de poursuivre son diagnostic, la dépendance est déjà installée. Une banque centrale ne conserve pas son indépendance par la pureté de ses invités, mais par la pluralité de ses preuves. C'est le point laissé en suspens par cette nomination. La Fed saura-t-elle transformer la proximité avec les pionniers de l'IA en information vérifiable, ou leur récit deviendra-t-il le rythme auquel elle règle le loyer de l'argent ?
Les taux ne doivent pas refléter la vitre des investisseurs en IA. Ils doivent mesurer l'économie derrière elle.